Super. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième journée de la deuxième édition des Dialogues pour la biodiversité. On est très choyés de vous avoir avec nous cet après-midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, je trouve qu'il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Tout d'abord, nous souhaitons aussi remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des Dialogues pour la biodiversité qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les Dialogues pour la biodiversité, ce sont 4 jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, tenues par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, autrement connue sous le nom de CDP16 ou COP16 en anglais. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs à la CDP, particulièrement la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des dialogues et pour vous inscrire, je vous invite à visiter notre site web que je vais envoyer dans le clavardage. Puis, pour ce qui est pour le fonctionnement de cet événement, vous avez pu remarquer que c'est un événement qui est qui est enregistré. Pour permettre aux personnes là, qui ne peuvent pas se présenter en ce moment de pouvoir regarder l'événement par la suite en rattrapage, il va être publié sur la chaîne YouTube du Projet de la réalité climatique Canada. Puis, on vous invite à poser vos questions, que ce soit dans le clavardage ou en utilisant l'option Q&A là, qui est au bas de votre page Zoom pour pouvoir, à la fin, là, on aura une période de questions pour pouvoir justement demander des précisions là, à nos panélistes. Et sans plus tarder, je vous présente votre animatrice, Gaëlle Jodard, qui est coordonnatrice de l'administration à la Société pour la nature et les parcs, autrement connue sous le nom de SNAP Québec. Bonjour Agathe, merci et bienvenue à tout le monde. Merci aux panélistes d'être présents. Je vais commencer en vous présentant un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui très rapidement, puis je présenterai chacun des panélistes. Euh, donc ce panel sur les causes sous-jacentes fait suite à une conférence sur 3 jours qui a eu lieu pendant la COP 15 qui s'est déroulée à Montréal en 2022. Donc, on avait eu la chance d'avoir plusieurs dizaines d'universitaires du monde entier présents pendant 3 jours pour parler justement donc, de ces causes sous-jacentes à la perte de biodiversité. Puis, il s'en est suivi d'un événement officiel, le seul side event officiel à la COP 15 mené par la société civile, où l'appel de Montréal a été appuyé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la mairesse de Montréal, le gouvernement de la Nation Crie et d'autres dignitaires et représentants. Donc cet appel de Montréal enjoint les politiques, la société civile et toutes les personnes à prendre en compte ces causes sous-jacentes et non pas seulement les causes directes de la perte de biodiversité pour amener des changements transformateurs dans la société. Puis cet appel de Montréal, ben, on veut qu'il ait une suite. Donc on a toute une équipe qui est partie à Cali en Colombie pour la COP 16. Et durant la semaine dernière, on a eu un nouvel événement, le seul à nouveau événement officiel par la société civile lors de la COP 16, où on a eu l'honneur d'accueillir la ministre de l'Environnement de la Colombie, Susana Mohamed, Astrid Shoemaker, qui est la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, et différents universitaires de 3 pays différents, donc à nouveau une vision internationale, avec notamment Arturo Escobar qui représentait la Colombie. Donc, grâce à cet événement, on a pu démontrer d'une reconnaissance unanime de la part de tous les politiques sur l'importance de la discussion des causes sous-jacentes. Il y a eu une demande qui est sortie de cette conférence qui était d'avoir une journée entière dédiée à ce sujet et aux changements transformateurs pour les prochaines COP. Puis ils ont pu parler à ce moment-là d'indicateurs de richesse autres que le PIB, de buen vivir, d'indicateurs donc non anthropocentriques et aussi de solutions basées sur des niveaux plus locaux qui sont mis en place avec comme exemple des, des solutions mises en place dans la ville de Paris. Donc vraiment une vision internationale de tout ça. Donc aujourd'hui, on est là pour faire suite un peu à cette discussion au niveau québécois. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi de nombreuses personnes très, très pertinentes et très intéressantes que je vais vous présenter tout de suite. Donc nous avons tout d'abord Amélie Laframboise, conseillère stratégique en enjeux de transition sociale et environnementale. Nous avons aussi Alice Anne Simard, directrice de Nature Québec.
Ensuite, nous avons Elisabeth Abergel, professeure au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, et membre du réseau québécois en études féministes et directrice du groupe de recherche sur le travail agricole. Et enfin, Alain Deneau, philosophe, essayiste et professeur de philosophie à l'Université de Moncton. Nous avions normalement Sydney Ribaud également avec nous, qui était directeur du bureau de la transition écologique à la ville de Montréal, qui a malheureusement eu un petit accident de vélo aujourd'hui, donc il ne sera pas présent parmi nous. Mais merci beaucoup à vous quatre d'être présents. J'ai fait donc une très très brève introduction de qui vous êtes, mais j'aimerais ça qu'on prenne un premier tour de parole pour que vous puissiez vous présenter et parler rapidement de votre rôle ou de votre positionnement face à ces fameuses causes sous-jacentes de la perte de biodiversité. Nous expliquer un peu, d'après vous, quelles elles sont, puis quels sont les enjeux autour d'elles. On peut commencer par Amélie. Oui, OK. Donc, qui suis-je? Moi, j'ai une formation en comptabilité ainsi qu'une maîtrise en environnement. Donc, j'ai passé 20 ans à travailler en finance dans une institution financière chez Fonds d'Action. Donc, dans l'équipe d'investissement, j'ai travaillé notamment beaucoup sur les questions d'innovation financière au service de la crise climatique et des enjeux environnementaux. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être 4 ans en politique au cabinet de la mairesse de Montréal. Et j'ai eu différents dossiers, notamment j'avais d'abord pris le rôle de conseillère au niveau du développement économique avec la ferme idée de travailler à transformer et influencer justement le développement économique dans une optique de comment transformer toute cette logique économique-là. Et ensuite, j'ai aussi eu les dossiers de transition écologique et environnement, ce qui m'a amené à être très impliquée quand nous avons eu la chance de recevoir la COP 15 à Montréal il y a 2 ans. Donc, actuellement, ben, je continue à travailler sur des projets de montée, de travailler avec beaucoup de partenaires pour travailler sur des projets de transition et de transformation économique. Et ben, dans le cadre de, peut-être juste ajouter, là, justement, dans le cadre de la COP 15 que nous avons reçue à Montréal, la Ville de Montréal avait fait des annonces importantes là, de protection du territoire montréalais ainsi que de la grande région de Montréal. Nous avions été beaucoup impliqués là, pour amener un leadership des villes. On avait fait un appel international à ce que les villes prennent un leadership sur les questions de la protection de la biodiversité. On avait aussi annoncé des mesures là, de bannissement de pesticides, de protection, de mise en place de corridors de biodiversité pour connecter les espaces de biodiversité sur le territoire de Montréal, etc. Là. Donc, merci. Je me lance, Gaëlle. Parfait. Donc, ben, c'est ça. Alessandra Simard, directrice générale de Nature Québec. Nature Québec, c'est une organisation environnementale sans but lucratif là, qui existe depuis 1981, donc déjà plus de 40 ans. On est basé à Québec, là, mais on a une portée là, vraiment sur l'ensemble du Québec et même au-delà. On travaille sur des enjeux de conservation des milieux naturels là, depuis les tout débuts. Là, à la base, on a été fondé vraiment pour protéger des milieux naturels dans le Kamouraska, le lac Saint-Pierre notamment, aussi les battures de la baie de Beauport. Bref, c'était à la base vraiment plein de petits groupes citoyens qui voulaient protéger des milieux naturels avant même que le mot biodiversité existe dans les faits. Et maintenant, ben, notre mission s'est élargie aussi. On travaille sur les espèces à statut, on travaille sur des questions de climat et d'énergie, évidemment aussi, de verdissement urbain, d'accès à la nature et toutes les questions aussi en matière de forêt, par exemple, aménagement durable du territoire forestier. Et bon, on est donc avec plusieurs organisations. Bon, on l'a mentionné déjà, là, les autres, là, on a fait partie du collectif COP 15 il y a 2 ans. On a participé à cette organisation-là aussi autour de l'appel de Montréal, de toutes ces mobilisations-là, d'essayer de convaincre les différents élus aussi de l'importance de s'attaquer oui, aux causes directes, mais aussi aux causes indirectes. Donc, tu sais, quand on parle de causes sous-jacentes, dans le fond, c'est ce qu'on parle des causes indirectes, la perte de la biodiversité. Donc, les causes directes principales, elles sont connues. Il y en a 5 selon là, les scientifiques là, de l'IPBES. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières, l'IPBES, c'est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Donc, c'est l'ensemble
des scientifiques finalement qui travaillent sur des questions relatives à la biodiversité, qui font des rapports, des recommandations, un peu comme le GIEC le fait, et qui ont déterminé finalement dans leur dernier rapport là, c'était un portrait global de l'état de la biodiversité dans le monde. Dans ce rapport-là, en 2019, ils ont montré qu'il y avait des 5 causes principales au déclin, là, donc c'est les changements de vocation aux terres, là, donc perte d'habitat principalement, les espèces exotiques envahissantes, la crise climatique, la pollution et l'exploitation directe aussi des ressources, par exemple, que ce soit pêche, des choses comme ça. Donc ça, on les connaît bien, ces causes-là. Et on peut avoir des mesures qui peuvent être mises en place pour s'attaquer à ces causes-là directes. Mais si on ne s'attaque pas aux causes indirectes, les causes même qui sont responsables de ces causes directes-là aussi, ben on n'arrivera pas à s'attaquer au cœur du problème et à venir résoudre les enjeux. Et si on ne s'attaque pas à ces causes-là sous-jacentes, ben on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et c'est ce qui s'est passé finalement avec les derniers objectifs dont on s'est doté au niveau mondial. Donc, ces objectifs-là, ça s'appelait les objectifs d'Aichi. Donc, les pays avaient 20 objectifs qu'ils devaient atteindre en matière de protection de la biodiversité, que ce soit la création d'aires protégées, mais aussi les espèces menacées, par exemple. Et là, dans ces objectifs-là, qui devaient être atteints pour la fin de 2020, il n'y en a aucun qui a été réellement atteint, la plupart seulement partiellement, mais la majorité même presque pas du tout là, atteint. Et c'est entre autres parce que, outre des fois des manques de volonté politique, c'est qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, on ne s'attaque pas aux racines des problèmes. Et là, en 2022, le monde s'est doté de nouveaux objectifs qui sont détaillés dans le cadre mondial, finalement, pour l'économie mondiale. Et des objectifs très ambitieux, encore plus d'objectifs qui ratissent encore plus large, mais toujours pas de réelle intention de s'attaquer aux causes sous-jacentes. Elles sont mentionnées quand même, mais on en parle et c'est tellement intéressant de voir justement dans l'événement que la SNAP a organisé à Cali la semaine dernière, justement, que tant la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, que la présidente de cette COP-là, que d'autres aussi grands décideuses de ce monde commencent à reconnaître, au moins, sont capables de nommer aussi que ça existe, des causes sous-jacentes, puis qu'il faut s'y attaquer. C'est déjà une grande avancée, mais maintenant, comment concrètement on peut y arriver, c'est là-dessus qu'il faut travailler, puis sinon, encore une fois, je le répète, mais sinon, on n'atteindra pas ces objectifs-là et on va encore se retrouver en 2030 devant un échec. Absolument. Merci beaucoup, Alison, pour ce beau récapitulatif. Elisabeth, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, hein. Merci d'être là. Merci aussi aux organisateurs, aux organisatrices pour cette invitation. Alors moi, je m'appelle Elisabeth Abergel, je suis professeure au département de de sociologie, pardon, à l'UQAM. Moi aussi, j'ai donné un cours ce matin, donc je suis un petit peu, voilà. Et je suis aussi associée à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM. Je travaille principalement sur ce que j'appellerais les technologies du vivant. J'ai une formation en biologie moléculaire, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant très longtemps et j'ai aussi travaillé pour certaines organisations agricoles. Donc je travaille sur la manière dont le vivant devient de plus en plus technologisé, notamment en agriculture et en alimentation. Et donc, pour moi, ces questions-là sont au cœur des discussions autour de la biodiversité, parce que pour moi, les causes sous-jacentes, je dirais, de la crise de la biodiversité ont à faire avec, je dirais, le manque de participation des populations vulnérables dans les décisions autour de toutes les questions de biodiversité, mais aussi le manque de discussion justement autour de l'artificialisation de la biodiversité qui est de plus en plus prônée, on va dire, par les États. Et ce que j'entends par là, c'est vraiment les méthodes de conservation qui utilisent des technologies des technologies de pointe, que ce soit au niveau de technologie du vivant, que ce soit édition du génome, biotechnologie, etc., mais aussi en termes de datafication, on va dire, de la biodiversité, donc les plateformes digitales qui servent maintenant de données courantes pour
pour faire bouger, on va dire, la biodiversité d'un pays à l'autre. Donc, il y a la biodiversité génétique, c'est sur laquelle je travaille, et donc cette biodiversité digitale aussi qui voyage aussi, hein, et sur lesquelles on a très peu de prise en termes de citoyens, en termes de communautés autochtones, de communautés locales, qui ont pendant des millénaires justement sauvegardé ces ressources-là. Donc on va traiter la biodiversité de plus en plus comme une technologie et on va la rendre accessible justement à ceux qui vont l'exploiter et qui vont la monétiser de plus en plus. Et donc ça devient problématique puisqu'on va traiter et on traite la biodiversité comme une classe d'actifs, hein, et tout comme les crédits carbone, on a maintenant des crédits de biodiversité. Donc encore une fois, on rentre dans cette problématique du modèle de développement économique qui pour moi est une cause principale, on va dire, de la perte de la biodiversité. Alors évidemment, pour moi, ce qui compte aussi, c'est justement toutes les populations marginalisées, celles justement auxquelles on fait référence beaucoup dans la COP, consulter la connaissance des populations locales, les populations autochtones, etc. Mais exactement de quoi est-ce qu'on parle ici, puisque ces populations n'ont pas d'autonomie, n'ont pas d'indépendance. Je pense que là, on est vraiment dans une forme de colonialisme environnemental, encore une fois, et donc on risque encore de ne pas justement penser, euh, comme on va dire en bon français, en dehors de la boîte. Je sais que c'est pas une très belle expression, mais disons on se donne pas les moyens justement d'imaginer d'autres manières de développer nos économies et nos communautés. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Elisabeth. Alain, est-ce que tu veux conclure ce tour de table? Oui, bon, rapidement, ma formation est en philosophie, j'ai écrit quelques essais portant directement ou indirectement sur les enjeux de l'économie de la nature, dont l'économie de la nature, le petit dernier étant faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï, puis aussi des livres sur l'industrie minière et pétrolière qui ont trait bon, au saccage environnemental. Ben, pour ma part, moi, je m'arrêterais sur l'expression même, puisque ma formation consiste à m'arrêter sur les mots, l'expression même enfin, l'épithète sous-jacent. Euh, je suis intrigué, je vous dirais, par sa présence même et par ce dont il est le symptôme. Pourquoi tout d'un coup présenté comme étant en dessous, hein, dans une hiérarchie finalement des savoirs, quelque chose qu'on esquive et qu'on évoque ou qu'on invoque même, ou qu'on prend à peine le temps de nommer. Et j'attribuerais ça, avec le temps qui m'est imparti, parce qu'il faut aller vite, là, vous m'excuserez d'être un peu caricatural, mais à la qualité même de l'IPBES ou du GIEC, à savoir que ce sont des organisations dites explicitement et officiellement scientifiques et politiques. Et quand je dis scientifique et politique, je le dis à l'allemande, là, comme si c'était agglutiné dans un seul mot, comme une sorte de syntagme où on siamoise des notions qui pourtant devraient être absolument distinctes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la science et la politique se contaminent à coexister. Et c'est tout à fait connu, surtout par rapport au GIEC, on en a davantage parlé, là, que l'aspect politique pèse sur les chercheurs, que les chercheurs essaient de déjouer la politique, il y a une prise de bras de fer permanente entre ce qu'on peut dire et la prétendue liberté de recherche, enfin l'escomptée liberté de recherche, et aussi on pourrait dire de la science que la politique elle-même pâtit à s'associer à la science parce que la politique devient en quelque sorte hem, ventriloquée par la science. Elle parle en science, elle s'essaie à la science, elle est cautionnée par la science et elle perd son statut autonome de politique, quoi. À savoir qu'elle est là pour prendre des décisions au-delà du savoir exact et attesté là, d'instances officielles qui y va d'autres enjeux comme le principe de précaution, par exemple, ou des enjeux culturels, ainsi de suite. Et si la politique, au fond, s'associe et se laisse réduire à une sorte de porte-étendard ou porte-voix de la science, ben, elle-même pâtit, quoi. Et Bruno Latour en a beaucoup parlé. De toute façon, il s'étonne, par exemple, que le GIEC ait eu le prix Nobel, non pas enfin, d'une discipline scientifique, mais de la paix, quoi, ce qui lui confère une sorte de dimension politique, quoi. Bon,
et cela fait de la mauvaise politique. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent, au fond? C'est, étant donné cette espèce de censure politique sur la science et cette espèce de réduction de la politique à la science, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent? Ben, c'est une sorte de tabou qui est bon, ben, la question des classes sociales, quoi. Ce qui est tabou, finalement, c'est la sociologie, et puis c'est la critique, la critique politique. Bon, et c'est de ce dont on ne parle pas, notamment par toutes sortes d'expressions autour, par exemple, de l'activité humaine, des humains. Bon, et on sait très bien, je veux dire, moi, si un étudiant me parlait d'activité humaine pour expliquer quelque chose de spécifique, je lui ferais faire sa copie, tout simplement parce que c'est une notion myope. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une activité humaine? Je veux dire, se gratter l'oreille gauche est une activité humaine. Je veux dire, ça manque complètement, je veux dire, de précision. Et au fond, ce qu'on ne veut pas nommer, c'est, au fond, l'activité extractiviste, productiviste, consumériste et capitaliste d'une classe sociale particulière qui a des responsabilités inouïes, hein, parce que l'humain, je veux dire, c'est un peu plus le boursicoteur de Wall Street que la pauvre femme sénégalaise qui va marcher 2 kilomètres par jour pour apporter de l'eau à sa famille. Bon, je veux dire, on voit très bien que là, on est dans un flou théorique qui est même insultant pour l'intelligence. Et ce qu'il y a de sous-jacent, finalement, au GIEC et à l'IPBE, c'est cette veulerie, quoi. C'est cette veulerie qui consiste à ne pas nommer, au fond, le sujet, responsable, hein, sociologiquement de la situation. Et ça fait, je veux dire, ça fait longtemps que ça dure. Ça dure depuis qu'on a voulu étouffer les conclusions, et je vais finir là-dessus, du Club de Rome en 1972. Le Club de Rome faisait du développement l'objet de la critique, on faisait de l'industrialisation l'objet de la pensée. On ne parlait pas à ce moment-là de développement durable, quelle hideuse expression, mais on parlait de société soutenable. Et c'est le rapport Brundtland en 1987, avec cette expression soufflée par Maurice Strong de développement durable, qui a permis, de fond, de faire du développement, non pas l'objet de la critique, mais le sujet de l'écologie. Le nouveau sujet de l'écologie devenait le développement, c'est-à-dire les forces de la grande industrie puis de la haute finance. Et cette entreprise de verdissement, eh ben, elle est toujours maintenue sauve, au fond. Je dis pas que le GIEC et l'IPBES sont au service d'une entreprise de verdissement à la manière d'un grand complot. C'est pas ça du tout, mais on s'assure que cette possibilité de verdir soit maintenue sauve pour que ben, les activités aient lieu dans une sorte de flou théorique, une sorte de flou conceptuel, pour qu'on puisse toujours, au fond, verdir en disant qu'au fond, le problème, c'est l'émission de gaz à effet de serre, comme si cette émission-là était un sujet, hein. Le problème, c'est une série de phénomènes finalement qui n'ont pas de responsable. Et puis, je vais finir en disant que je me suis intéressé à un certain temps à ces rapports-là du GIEC et l'IPBES, et j'étais sidéré de voir le nombre de phrases passives, hein. C'est-à-dire que plutôt, je veux dire, si on dit, tu sais, Jacques mange la pomme, bon, on a une phrase active. Si on dit la pomme se fait manger, on n'a plus besoin de mentionner Jacques. Et donc, dès qu'on fonctionne par phrase passive, par tournure passive, on élude la nécessité de nommer un sujet, et on élude, au fond, la subjectivité même des actions et donc la responsabilité. Et c'est ce qui est lourdement sous-jacent à ces textes-là. Je parlerais même d'un refoulement au sens freudien, là. Merci beaucoup. On commence donc dans le vif du sujet. Euh, Merci pour ce tour de table-là. J'avais, moi, établi un peu des questions basées un peu sur qu'est-ce qui a été discuté pendant l'événement à la COP16 à Cali. On a beaucoup parlé de transformation des milieux de vie, des leviers locaux, puis à travers ces transformations-là, du changement d'imaginaire. Parce que pour lutter contre ces causes sous-jacentes, on se rend compte qu'elles sont fondées dans un système du business as usual et qu'il y a des grosses résistances très très fortes dès qu'on essaie d'en sortir. Puis aller contre ces causes sous-jacentes-là, ça veut dire, oui, changer d'imaginaire, ça veut dire changer de façon de vivre, ça veut dire questionner tout ce dont vient de parler Alain Deneau de quelle classe en profite, quels pouvoirs sont en jeu, etc. Donc, comment changer ces imaginaires? Est-ce que la transformation des milieux de vie, est-ce que l'action locale, est-ce que l'action citoyenne, municipale, ça peut être des leviers assez importants, puisque les niveaux politiques au niveau mondial vont avoir cet aspect trop peut-être neutre, peut-être hypocrite. Donc, on va aller là-dessus, puis je vais essayer d'avoir des questions qui sont basées sur
vos expériences. Fait que j'allais commencer avec toi, Alissane. Donc, en tant que directrice de Nature Québec, comme tu le disais, vous avez une multiplicité de projets. Il y en a plusieurs qui sont vraiment basés, c'est ça, dans les villes, avec les citoyens, avec les porteurs de projets, dans des changements concrets, que ce soit des solutions nature, que ce soit du verdissement urbain, des aires protégées. Je ne vais pas tous les nommer là, mais comment est-ce que tu penses que ce genre de projet-là pourrait soutenir un changement d'imaginaire? Est-ce que des solutions concrètes comme ça peuvent avoir un levier de transformation globale? Oui, c'est ça, parce que, bon, outre la théorie, puis en fait, peu importe comment on nomme ces causes-là, puis je suis quand même d'accord avec Alain, tu sais, on utilise une nouvelle nomenclature pour nommer ce qu'on veut pas nommer dans les faits, là, en effet, tu sais, mais outre de la façon qu'on nomme les choses, il faut trouver des façons de les faire atterrir concrètement, ces solutions-là, sur le terrain. Et c'est sûr que, bon, il y a plein d'options qui existent. Et nous, à Nature Québec, tu le mentionnais, Gaëlle, on travaille entre autres sur entre autres des solutions nature. C'est quoi les solutions nature, là? C'est des actions à mener, finalement, de protection, restauration, puis de meilleure gestion des écosystèmes pour, à la fois s'attaquer à la crise du climat puis à la crise de la biodiversité. Nous, c'est sûr que on trouve que c'est une façon de venir s'attaquer à ces causes sous-jacentes-là parce que on vient travailler sur les deux crises mutuellement. Puis la crise de la biodiversité puis la crise climatique, dans les faits, elles ont souvent les mêmes causes, justement. C'est un peu les mêmes causes, des fois directes, mais souvent indirectes aussi, sous-jacentes, qui les alimentent. Donc, si on parle d'extractivisme, par exemple, ben, l'extractivisme alimente la crise climatique comme il alimente l'effondrement du vivant. L'utilisation, l'extraction infinie de ressources et le rejet dans l'atmosphère du carbone, ça vient jouer sur les deux crises. Et ce sont donc deux crises qui sont intrinsèquement reliées, qui s'alimentent aussi mutuellement, évidemment, parce que plus qu'on détruit la nature, plus que ça libère du carbone dans l'atmosphère, plus que ça alimente la crise climatique, plus que on a de la crise climatique, finalement, que la température augmente, que les événements climatiques extrêmes, moins les espèces sont capables de s'adapter, puis c'est une des causes directes, justement, du déclin de la biodiversité. Donc, en s'attaquant aux deux crises en même temps avec des solutions qui contribuent à régler ces deux crises-là à la fois, bien, on vient de faire d'une pierre deux coups et même d'une pierre plusieurs coups, en fait. Et l'avantage de ces solutions-là, ben, c'est qu'ils apportent une panoplie aussi de co-bénéfices pour la population humaine. Donc, qu'on parle de santé physique et mentale, d'accès à la nature, tous les services aussi écosystémiques là, qu'on appelle ce que la nature nous rend comme service, la pollinisation, la lutte aux îlots de chaleur, l'adaptation à aux événements climatiques extrêmes, justement, se protéger contre les inondations, contre les feux de forêt, la filtration de l'eau, la lutte à la pollution atmosphérique. Tout ça, finalement, c'est en prenant soin de la nature, finalement, que la nature peut prendre soin de nous. Mais plus que ça, tu sais, on peut pas dire qu'on veut s'attaquer à l'effondrement du vivant juste pour les services que la nature nous rend. C'est tellement une vision anthropocentrique que on doit protéger quelque chose juste pour qu'est-ce qu'elle nous remet, tu sais, ça fonctionne pas. Faut pas oublier que l'humain aussi est une espèce animale. L'humain fait partie de la nature, n'est pas externe à la nature. Et c'est sûr que moi, à la base, je suis biologiste et moi, je cherche avant tout à défendre même la valeur intrinsèque de la nature. Même si la nature nous rendait aucun service, elle mériterait quand même d'être protégée. Juste pour le fait que ça a pris des millions d'années d'évolution pour arriver à créer cette nature-là qui nous entoure présentement. Et à chaque fois qu'une espèce disparaît, finalement, c'est aussi des millions d'années d'évolution qui disparaissent avec elle. Et c'est tellement catastrophique, finalement, de penser qu'on est capable, en tant que simple espèce, de faire disparaître comme ça des millions d'années d'évolution. Mais ça c'est mon petit côté aussi philosophique. Autre ça, bref, il faut absolument trouver des façons, justement, de s'attaquer à ces crises-là en même temps. Et même là, pendant qu'on parlait, il y a le secrétaire général de l'ONU qui a fait un cri du cœur à Cali là, en disant qu'on était devant une crise existentielle dans les faits. Donc, à la fois la crise de la biodiversité, la crise climatique, la crise de la pollution aussi, la dégradation des sols. Quand on lie à ça aussi, nombreuses crises sociales, l'humanité est face à une crise existentielle globale. Alors, toutes les solutions qui vont permettre de nous attaquer à plusieurs crises en même temps, à plusieurs causes finalement sous-jacentes en même temps, le mieux ça va être. Donc, évidemment, ben c'est pour ça qu'on travaille là-dessus.
Puis concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben, on soutient des municipalités sur le terrain pour qu'elles mettent en œuvre des solutions nature pour le climat, en mettant par contre, en faisant attention aussi pour pas vendre un peu des chimères finalement, où est-ce qu'on pourrait dire, ah, c'est facile si vous protégez tel espace, ça va capter du carbone et ça va venir régler la crise climatique. Faut pas non plus, faut faire attention, tu sais, on parle plus de l'adaptation que les solutions nature nous permettent, parce que la captation et le stockage de carbone, la littérature scientifique n'est pas aussi claire que ça là-dedans. Donc ça aussi, il ne faut pas tomber dans un autre problème où est-ce qu'on aurait finalement un peu d'éco-blanchiment finalement, où est-ce que plus qu'on fait pousser d'arbres, qu'on coupe des arbres, on les refait pousser, ça va régler le climat. Ça aussi, c'est tout un autre sujet. Bref, on travaille là-dessus. Oui, le verdissement urbain, pour nous, c'est une forme de solution nature aussi. C'est un peu comme ramener la nature en ville, nous permettre de reconnecter avec elle. Puis tout ça, on espère que ça peut contribuer finalement à changer un peu le paradigme, changer l'imaginaire justement, parce que ça permet aux gens de voir, OK, concrètement, ça, quand je mets cette action-là en place, ça l'aide à protéger la biodiversité, ça l'aide à s'attaquer à la crise climatique, ça m'apporte tous ces co-bénéfices-là aussi. Donc, au final, peut-être que ça vaudrait la peine qu'on soit un petit peu moins en guerre avec la nature et qu'on essaye de vivre en harmonie avec elle. La meilleure façon qu'on a justement de prouver ça aux gens, c'est quand ils puissent avoir les impacts directs dans leur quotidien. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre justement. Donc, à la fois s'attaquer à, oui, travailler sur les grandes théories, les grands changements de paradigme, mais concrètement dans le quotidien, comment on peut améliorer la vie des gens aussi, là. Merci énormément, Alison. Je me tournerai vers toi, Amélie. Tu parlais de ta longue expérience chez Fondation. Comment on pourrait changer l'imaginaire du milieu financier? C'est ma question pour toi. La CDPQ, la Caisse de dépôt et Fondation viennent de lancer des indicateurs biodiversité qui sont propres à la réalité québécoise pour outiller les financeurs dans leurs décisions d'investissement. Donc, pour pouvoir dire, oui, ça, c'est des bons investissements, ça va pas aller à l'encontre des besoins de la biodiversité ou l'inverse. Est-ce que, d'après toi, ça peut être une solution? Puis, d'après ton expérience dans le milieu financier, comment tu vois ce lien avec l'éco sous-jacente? Je vais répondre en deux temps. Premièrement, comme expliquer un peu de quoi il s'agit et l'avantage que je pense que ça peut donner aux financiers. Puis dans un deuxième temps, comme on est dans un panel sur les causes sous-jacentes, qu'en est-il entre ces indicateurs développés et leur réelle capacité d'amener des changements profonds, là? Donc, au Québec, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Là, on a quand même un milieu financier quand même assez unique au monde, où on a des grandes institutions financières comme les fonds de travailleurs, la Caisse de dépôt, qui sont des institutions qui ont une volonté puis une pression publique de s'améliorer. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de marchés à travers le monde. Là, juste comme je me rappelle des statistiques il y a quelques années que je voyais là, juste en Ontario, 70%, au Québec, 70% des transactions d'investissement étaient financées par des fonds institutionnels qu'on appelle, ces grands fonds qu'on a ici, qui regroupent du capital d'investissement de la population. Puis en Ontario, c'était comme 5% des transactions qui étaient financées par des fonds institutionnels fait que c'est juste l'exemple avec l'Ontario, mais ailleurs, les investissements sont faits par des fonds privés beaucoup plus fragmentés qui ont moins cette pression-là d'avoir une image puis une responsabilité sociale au sein de leur territoire. Donc, partant de là, ils ne sont pas parfaits, mais il y a quand même une finance qui est des institutions financières assez uniques au Québec, ce qui fait qu'en 2021, le Finance Montréal, la Ville de Montréal, depuis 2021, accueille l'ISSB, là, qui est un siège international qui vise à développer des nouveaux standards de sustainability, là, de soutenabilité en finance. Donc, partant de là, la Caisse de dépôt, Fonds d'action s'était engagée lors de la COP 15 à développer des indicateurs de biodiversité permettant partant de la prémisse de base où il se dit si j'ai plus d'informations, de données, ça va me permettre de prendre des meilleures décisions.
Donc, ils ont annoncé cette semaine. Ils se sont associés, là, c'est une démarche vraiment quand même scientifique qui a été faite. Ils se sont associés avec le réseau Biodiversité Québec et autres partenaires dans l'optique où ils sont capables parce qu'ils étaient dans une démarche internationale là, qui s'appelle le Finance for Biodiversity. Et là, ces institutions-là devaient être en mesure de développer des indicateurs plus locaux qui leur permettent de dire, OK, il y a la biodiversité, mais qu'en est-il de ton impact plus territorial? Donc, de développer ces indicateurs-là. Donc, se sont associés avec des réseaux de chercheurs et autres qui donc permettent ainsi de rendre disponible une dizaine d'indicateurs qui permettent de regarder plus largement que juste, bon, ben c'est quoi l'impact sur mon milieu humide juste sur ce terrain-là, mais de regarder l'importance du milieu humide dans son écosystème plus largement, comment ce milieu-là est connecté en amont avec, par exemple, son bassin versant, etc. Est-ce qu'il y a d'autres risques? Fait que de regarder un peu plus largement comme la valeur biodiversité d'un lieu qui pourrait être envisagé pour faire un développement, par exemple. Fait que, en gros, ce qu'ils me disent aussi, c'est que en Europe, ils sont quand même beaucoup plus avancés dans l'intégration de ce type de paramètres-là, puis qu'il y a des types de projets en Europe qui sont plus finançables par les institutions financières, étant donné ce type de critères-là qui auraient été intégrés depuis un peu avant nous, je ne sais le nombre exact d'années. Fait que oui, clairement, ça peut avoir un impact positif au niveau de aider les financiers à mitiger un impact, voir comment ils peuvent choisir un meilleur emplacement entre quelques emplacements prévus pour installer un projet. Ça peut avoir ce genre de changement-là qui est, somme toute, si on regarde à l'échelle globale, qui est un peu dans la philosophie du développement durable, c'est-à-dire on continue à développer, mais comment on se dit tous que c'est un peu moins pire, puis que donc ça nous permet de se questionner, de continuer de le faire. Mais bon, ça c'est. Donc, je pense que ça peut aider, puis qu'il y a une volonté vraiment ferme de le faire là où je pense que, puis là, c'est spécial parce que hier, il y a aussi une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse qui est intéressante par beaucoup d'institutions financières du Québec, donc la Caisse de dépôt, Fonds d'action, Fonds de solidarité, ainsi que Finance Montréal qui regroupe beaucoup d'autres partenaires. Ils demandaient, ils se commettent à utiliser ces critères-là puis à aller beaucoup plus loin. Mais dans les faits, Investissement Québec n'est pas signataire de cette lettre-là, alors qu'Investissement Québec, quand même, est membre de Finance Montréal et fait partie de tous ces échanges-là. Fait que, mon point, c'est à la base, on peut tenter de vouloir, avec des indicateurs comme ça, influencer des investissements privés. Mais si en amont, on continue de mettre des centaines de millions en développement de sites miniers et de Nordvolt sans réfléchir à ces questions-là. Fait que mon point, c'est, je pense que les indicateurs qu'ils ont développés sont pertinents, mais ça serait impératif de se dire que les utiliser dans un contexte d'investissement public, c'est absolument primordial, de un. L'autre chose, j'ai mentionné Nordvolt, là, mais j'ajouterais que ce qui est important aussi là-dedans, c'est de ne pas juste regarder l'impact local. À partir du moment où on finance Nordvolt, là, pour ne pas le nommer, là, mais je veux dire, dans le sens où il y avait des milieux humides, etc., puis là, on se convainc que c'est correct, ça vaut la peine, mais dans les faits, l'impact perte de biodiversité d'une usine de batterie, c'est pas nécessairement juste son site. Là, en amont, tous les territoires miniers qu'on va avoir dévastés, l'utilisation de l'automobile de l'autre côté. Fait qu'il y a énormément plus. Fait que je veux souligner avec ce propos que tant qu'on ne rentre pas dans une approche de re-questionner plus globalement nos besoins et qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on produit. Ce type d'indicateur-là peut aider, contribuer à perdre moins de terres qui ont des grandes valeurs, mais dans les faits, on ne sort pas quand même de ce cycle-là de perte de biodiversité, je dirais.
Merci beaucoup. Puis on reviendra sur l'importance de la finance euh, dans notre prochain tour de table, mais ça m'emmène vers Elisabeth parce que le secteur agroalimentaire se tourne énormément vers des technologies qui demandent des gros investissements financiers. Euh, Puis vous avez démontré dans tes travaux pardon, comment un imaginaire basé sur la technologie et la croissance pouvait modifier des secteurs entiers, donc ici le secteur agricole et alimentaire. Alors, comment on pourrait inverser cette tendance, puis créer des imaginaires à l'inverse qui soutiennent la biodiversité, puis des milieux de vie riches? Merci, Gaëlle. Alors, déjà, peut-être avant de commencer à répondre à cette question, peut-être expliquer que les imaginaires technoscientifiques agissent un peu comme des outils d'amnésie, en fait. Ils sont là pour nous faire oublier, en fait, ce qu'on sait déjà. En nous faisant miroiter un monde meilleur, une belle société où on aura des technologies pour nous rendre la vie facile, hein, pour rendre les choses plus faciles. Et donc, dans ce cadre, dans ce contexte-là, ça devient très, très difficile d'imaginer autre chose. Parce que je dirais que la vision techno-scientifique est un peu une vision totalisante, quelque part. Donc, il y a un problème justement de penser en dehors de cette logique-là. Et donc, l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que justement la technologisation, on va dire, de la biodiversité, c'est aussi vivre sous l'illusion, en fait, qu'on peut dissocier le vivant de la nature, qu'on peut dissocier le vivant de l'écologie, qu'en fait, on peut vivre dans un monde, ce qu'on appelle post-naturel. Donc, il y a quelque chose de très angoissant derrière tout ça. Moi, je travaille notamment sur, je viens juste d'écrire un livre sur la viande de synthèse, où là, on nous fait miroiter une bioéconomie post-animale. Donc, la viande de synthèse, ce serait pour pallier donc aux problèmes écologiques de l'élevage intensif. Et donc, ce serait de ne plus avoir d'animaux, qui est la variable négative dans ce modèle capitaliste productiviste. Et donc, plutôt que de commencer par un animal pour obtenir de la viande, on va commencer par une cellule. Et donc, avec une cellule, on va nourrir le monde, etc. On nous fait croire toutes sortes de choses de ce type-là. On nous fait aussi croire que ça va complètement changer nos sociétés et qu'on va régler toutes sortes de problèmes écologiques grâce à ce technofixe, en fait. Et donc, ce technosolutionnisme, en fait, il nous fait penser que oui, il y a une possibilité, ce serait merveilleux, etc., etc. Donc, je pense que, encore une fois, ça nous empêche d'imaginer autre chose. Et aussi, ça nous empêche de réfléchir en termes d'humains, comme on l'a déjà dit, qui sont des animaux et qui vivent dans la nature. C'est-à-dire, on a toujours cette vision un petit peu perchée du haut, objective, en fait, de se dire qu'on peut très bien être aussi ingénieux que la nature, finalement, à travers nos technologies. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hubris. Donc, en fait, avant de répondre encore une fois à la question, l'autre chose, c'est de se dire que les industries extractives se sont appropriées nos imaginaires, quelque part. Donc, il y a aussi cette idée que tous les termes qu'on utilise dans les COP, que ce soit les COP climat, les COP biodiversité, que ce soit le carbone, le CO2, maintenant on fait des marchés de biodiversité, des banques, des biobanques, etc. Tout ce langage fait partie du langage qui, d'après moi, exprime justement les causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité. Donc, on ne sort pas de cette logique industrielle, extractiviste, etc. Donc, pour moi, si je dois commencer un début de réflexion sur les solutions possibles, je dirais qu'il faut arrêter de tourner la crise écologique en opportunité économique et de marché. Je pense que c'est important de faire ça. Je pense que la technocritique, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que on est tellement envahi par la technologie dans nos vies de tous les jours. Là, on est sur Zoom, etc. On a nos téléphones à côté, on est même plus conscient finalement de l'intrusion de ces technologies dans nos vies. Et je pense que ça passe par
une conscientisation justement de jusqu'où la technologie finalement contrôle nos destinées. Et donc la technocritique, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il faut l'enseigner, il faut en parler, il faut... ça ne veut pas dire être anti-technologie, ça ne veut pas dire revenir au ludique, ça ne veut pas venir... c'est pas ça que ça veut dire. Simplement se remémoriser ce qu'on sait déjà en fait autour de la biodiversité, par exemple, et non pas se diriger vers des technologies qui vont nous faire miroiter une nouvelle biodiversité synthétique, artificialisée, etc. Donc je pense que tout ça, ça passe par une revalorisation des savoirs locaux, des savoirs ancestraux, traditionnels, etc. Je pense qu'en termes d'agroalimentaire, ça passe par une diversification des produits alimentaires. Euh, et donc, encourager des pratiques dans la ville, comme le jardinage, par exemple. J'imagine qu'on en a déjà parlé, et je pense que Montréal est bien situé dans ce domaine-là. Ne pas déconnecter la nature, ne pas se focaliser sur des fausses solutions technologiques. Et donc, je pense que, évidemment, je rejoins aussi mon collègue Alain, qui est les apports des sciences humaines et des sciences sociales sont fondamentales dans toutes les discussions sur le climat, dans toutes les discussions sur la biodiversité. Ayant moi-même participé à des COP sur le climat, la première chose que les États font, c'est qu'ils viennent tous les uns après les autres exprimer ce qu'ils vont faire. Et donc, combien d'argent ils vont dépenser, quelles solutions ils vont donner, etc. Ils arrivent en jet privé, ils repartent en jet privé. Ensuite, on attend la prochaine COP et finalement, ils n'ont rien fait de ce qu'ils avaient promis. Donc, il y a énormément de contradictions, il y a énormément de paradoxes. Et je pense qu'on est vraiment engagé dans une mauvaise voie si on pense que les COP vont sauver la planète. Personnellement, je ne suis pas très adepte de ce genre de choses, ayant moi-même participé à ces genres de dialogues, enfin de rencontres. Et moi, l'impression que je retire des COP du climat, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de sauver la planète, on est en train d'essayer de sauver le capitalisme. C'est vraiment, pour moi, c'est clair, c'est net, c'est évident. Donc voilà, donc voilà pour mes solutions qui ne sont pas vraiment des solutions. Mais ça reste extrêmement éclairant. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vais terminer ce tour avec toi, Alain, puis ça va finalement faire la transition vers la suite de notre discussion. Donc, dans ton dernier livre, tu parles d'entrer en action dans le faire à un niveau local. Tu parles de biorégionalisme. Pourquoi ce niveau-là est intéressant, nécessaire, d'après toi? Puis quel est le rôle de l'action citoyenne là-dedans? Est-ce que c'est un bon levier d'action? Oui, mais merci. C'est pas aisé de parler en peu de mots de la biorégion parce que c'est tout un cheminement qui nous y fait arriver si on veut être sérieux. La biorégion, c'est pas simplement un truc de plus, un machin de plus, une option. C'est vraiment l'affaire d'une perspective, quoi, d'une perspective lucide autant que possible, hein, quand on a un avenir qui est très difficile à anticiper. Mais qui consiste simplement à se dire en toute logique, on ne peut pas pendant des décennies dire qu'on court à la catastrophe et ne jamais penser le jour où on va y être puisqu'on ne fait rien pour l'éviter. Bon, ce serait quelque chose du genre, là. On ne peut pas tout dire, je trouve, assez honnête là-dessus le GIEC dans son évolution parce que le GIEC a dit, longtemps, ben là, faut lutter contre le réchauffement climatique. Là, on n'est plus en train de lutter, on est en train de penser l'adaptation. Puis bon, là, il est minuit moins 5, puis là, dans le dernier rapport, c'était, ben, il est passé minuit, quoi. Bon, il est passé minuit, puis on sait que le réchauffement climatique, c'est pas simplement l'affaire des orgueilleux humains occidentaux, principalement. C'est aussi un phénomène qui s'auto-alimente dans le sens où, je veux dire, je ne vais pas refaire toute la chaîne, vous la connaissez sans doute mieux que moi, mais je veux dire, le jour où le méthane va se libérer du pergélisol qu'il contient naturellement, ben, on fera face à des gaz à effet de serre encore plus puissants que le CO2. Bon, puis ça entraînera, ben quoi? Mais ça entraînera des phénomènes en cascade face auxquels les États deviendront impuissants. Je veux dire, là, je veux dire, on peut associer les différentes épidémies auxquelles on fait face depuis 50 ans à la perte de biodiversité, tout comme on peut associer je veux dire, les ouragans, les tornades, les
les inondations, les incendies de forêt, à la question climatique, à un moment donné, tout ça va s'embraser, quoi. C'est-à-dire qu'on fera face à des séries de cataclysmes et de chocs et de ruptures qui, rendront les États impuissants et qui aussi emporteront en partie, hem, le vaste réseau, industriel, et financier dont on dépend. Bon, donc, ce qui est intéressant lorsqu'on lit les auteurs qui se sont intéressés à la biorégion depuis une cinquantaine d'années, Allen Van Newkirk, Kirkpatrick Sale, Agnès Sinaï, je veux dire qui encore? Raymond Dasman, bon, il y en a là, un certain nombre, hein, bon. Ben, on se rend compte que toutes et tous sont désabusés face à la question politique. C'est-à-dire que toutes et tous, mais dans le sens de ce qui vient d'être dit, là, tous et toutes, à un moment donné, en reviennent, puis cessent d'être bon, hypnotisés par le spectacle des grandes rencontres mondiales. Et ben, se permettre au fond, soit de penser la réplique à cela qui est requise, et en ce qui me concerne, à penser, veut dire la réplique en tant qu'elle sera impérative. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'associer le projet biorégional à quelque chose d'impératif et non pas une option parmi d'autres. On ne va pas voter pour un parti biorégional qui va se proposer dans le grand restaurant électoral là, comme un plat à consommer plutôt que celui du voisin, là, ça sera un impératif. Hem, la j'ai l'impression que la biorégion va s'imposer comme une réponse à un impératif. L'impératif étant la contraction de la géopolitique, contraction annoncée, en nous faisant passer de la mondialisation à la régionalisation. Parce que quand il y a des crises, quand il y a des pluies de verglas, quand il y a des inondations, quand il y a des incendies de forêt, quand il y a des dômes de chaleur, spontanément, les gens s'associent les uns les autres, se tournent vers leur pouvoir municipal, mais peut-être même pas, simplement vers des gens influents, des associations, des structures, des personnes et on s'organise à échelle régionale parce que c'est là que se produit la vie. Bon et ce qui intéresse les auteurs biorégionaux, c'est dans nous, c'est la politique quand elle est contrainte à se penser à l'échelle biorégionale lorsqu'elle est pertinente de ce point de vue-là. Et je crois qu'il y aura dire que le projet biorégional répondra à un impératif qui est la contraction de la géopolitique à l'échelle régionale lorsqu'on se découvrira en situation de déréliction. Ça ne se fera pas dans les régions de la même façon, au même rythme, mais je pense qu'on a un exemple formidable au Québec qui est la situation de Clova. L'année dernière, à savoir qu'il y avait des incendies de forêt formidables et le premier ministre du Québec a explicitement dit aux gens de Clova, qui est cette petite communauté au nord de la Tuque, cramez, on vous concède aux flammes. On concède Clova aux flammes. Allez-vous-en, laissez brûler vos maisons, laissez brûler tout. On peut pas s'occuper de vous, on vous concède. Bon. Et je le dis pas souvent, mais ce jour-là, François Legault a pris une très grande décision politique dans la mesure où il a créé une biorégion. C'est-à-dire, comment voulez-vous aujourd'hui que les gens de Clova se sentent partie prenante d'une grande communauté nationale, celle du Québec, même quand ils sont sur le point de passer au feu, on leur dit: «On ne peut pas s'occuper de vous». Ben, ça, c'est un phénomène emblématique de ce qui nous attend. C'est un exemple de ce qui nous attend. Moi, j'habite loin des grands centres maintenant et je le sens. Depuis 7 ans, je vois que la sève se rend moins. Je vois les services se réduire. Je vois et c'est pas simplement du point de vue des services publics, c'est même du point de vue de l'organisation commerciale. Il y a des bris d'approvisionnement. Je veux dire, imaginez-vous là, que vous êtes là où il y a le dernier Canadian Tire, OK? C'est le dernier, là. Bon, ben, le camion arrive vide. Bon, et ça entraîne, ça peut sembler, je le dis un peu de manière humoristique, mais pas seulement. C'est qu'on comprend, et il y a un sens de la débrouille qui s'ensuit, comprend qu'on est laissé à nous-mêmes. Et au fond, d'une manière, au fond, prospectiviste là, ou projective, la biorégion est une façon d'anticiper une débâcle, d'anticiper des bris, d'anticiper le moment où, nous ne serons plus des bénéficiaires relatifs du capitalisme, comme nous le sommes quand nous faisons le plein d'essence ou achetons des bananes. Il faut déjà savoir que 80 de la planète n'a jamais été bénéficiaire relatif du capitalisme et je pense que ce nombre-là va simplement progressivement augmenter. Ça ne veut pas dire que le capitalisme va s'effondrer comme un château de cartes, mais les bénéficiaires relatifs vont se voir réduits en nombre. Plutôt que d'être 20 comme c'est à peu près le cas aujourd'hui, ça va être 17, puis 16, puis 15, puis 12. Hein. Et puis on va se découvrir dans différentes régions, ben,
en situation de déréliction, dans une sorte de situation d'abandon. Et la biorégion est donc un projet intellectuel qui consiste à penser, au fond, l'après ou le pendant, parce que je pense qu'on y est déjà. Ça ne sera pas une rupture comme Foucault les imagine, où un clin d'œil, tout d'un coup, tout change. Là. C'est progressif, puis c'est presque invisible à l'œil nu quand on est le contemporain de ces grandes ruptures-là. Mais il y aura néanmoins nécessité. Je ne dis pas que le projet biorégional est impératif, mais c'est une réponse à un impératif qui est la réduction de la géopolitique à l'échelle régionale, parce qu'on pourrait très bien imaginer des régions fascistoïdes ou dominées par des petits chefs ou violentes avec des guerres civiles, et ainsi de suite. Le projet, en fait, qui est une sorte de réponse à ce qui s'annonce, hein, c'est un projet de solidarité, hein, qui consiste à penser la politique à même le vivant, dans le vivant, parmi le vivant. Et il y a des gens comme Bruno Latour, Isabelle Stengers ou Baptiste Morisot qui nous aident beaucoup. Mais il y en a de plus en plus là, en éthique là, à penser dans le vivant la politique. D'ailleurs, au fond, la façon que j'ai de le résumer, c'est de dire que dans l'expression géopolitique, dans le projet biorégional, le préfixe géo est aussi important que le radical politique. Et au fond, c'est pas la politique qui s'imprime sur la région, c'est la politique dans la région où le vivant a ses droits, quoi. Va ses droits, pas des droits sur le plan au fond, des droits civils, mais un droit de la nature, quoi, qu'il faut vraiment repenser activement, comme Spinoza nous invite à le faire. Bon. Je pourrais tellement être là, j'ai dû passer mon temps là. Je sais à peine la bande-annonce de tout ce qui, Mais ce qui je, se prenne. je te propose d'en reparler. Donc, on va aller sur c'est ça, un deuxième tour de table. Je sais, c'est frustrant, on aimerait vous écouter tous pendant 1 heure, là, mais c'est le but d'avoir toute cette diversité de visions et d'opinions en 1 heure et demie. Fait que, allons sur notre deuxième phase de discussion. Le niveau territorial, justement, en fait, vous l'avez un peu nommé chacun chacun votre manière dans vos interventions. L'idée du territoire, de sortir potentiellement de ces décisions supranationales top-down qui invisibilisent toutes les différences des territoires et qui rendent un peu impuissants finalement les populations. Donc ce niveau territorial, est-ce qu'il est clé? Est-ce qu'il permettrait de changer d'échelle, de passer parce que là, on a soit des décisions mondiales, soit des gestes individuels. Donc, est-ce que le niveau territorial est comme un bon niveau pour aller dans une action collective, euh, ancrée dans un milieu de vie? Comment est-ce qu'on peut changer les usages des territoires au-delà des villes, en prenant en compte les liens nécessaires de dépendance entre l'urbain et le rural, les lieux de consommation, puis les lieux de production, comment intégrer la biodiversité là-dedans. Donc, je vais commencer avec toi, Amélie. On parlait tantôt, donc tu as terminé ta première intervention sur finalement le fait que modifier à la marge, intégrer des petits indicateurs, c'est une partie de la solution, mais c'est clairement pas, il faudrait faire un changement de fond. Et que, allons-y clairement, est-ce que l'idée d'une relance verte, l'idée d'une croissance verte, ça peut vraiment permettre un changement sociétal quand on essaie d'arrêter le déclin de la biodiversité? En sachant qu'une des causes sous-jacentes connues, c'est cette croissance économique infinie. Quelle est ta vision un peu là-dessus, avec ton expérience dans le milieu, notamment de la finance? J'ai envie de commencer en remercier Alain pour ce que tu viens de nous dire, Alain, sur les biorégions et tout ça. En fait, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très inspirant, ou en tout cas de sentir la réappropriation du territoire. Tu sais, les gens, on est tellement beaucoup comme assujettis à plein de choses qui se décident hors de notre contrôle. Là, fait qu'il y a quelque chose dans la réappropriation, de la réflexion ou de l'utilisation ou de comment vivre son territoire qui peut donner tellement de sens à la vie des gens là, que je trouvais ça super intéressant de t'entendre. Donc, tu as commencé, Gaëlle, ta question en questionnant sur la question de la relance verte.
Là, c'est sûr que là, fin 2024, on est définitivement pas dans une ère de relance économique. Fait que, tu sais, le terme relance, bon, il n'est pas tant approprié à l'heure actuelle, mais je trouve ça intéressant. Ça m'a ramené à réfléchir comment on voyait ça en 2020, 2021, la question où on travaillait tous des plans de relance verte en y croyant. Je vais faire juste une petite parenthèse pour dire que ben, quand on a créé ce dialogue-là là, sur les causes sous-jacentes dans le cadre de la COP 20, de la COP 15 en 2022, j'avais eu une discussion avec Alain Branchot de la SNAP, avec Éric Pinault de l'UQAM, tout ça, et ce qu'on discutait, c'était comment on fait pour que justement les merveilleuses solutions de la transition écologique, qu'on se laisse toutes dans le narratif, parce que l'humain est très bon pour se créer des grands narratifs, là, comme si tout allait se régler. Là. Puis là, comment on fait pour que ces grandes solutions-là de la transition écologique ne soient pas le plus grand moteur de destruction de la biodiversité, justement. Puis là, ce qu'on se disait, c'est que quand tu superposes les cartes mondiales du 25% encore intact de biodiversité qui reste au monde et qu'on devrait chérir plus que tout, ben, tu superposes ça avec la carte de où irons-nous chercher les métaux de la transition écologique pour toutes ces merveilleuses technologies que sont les batteries, la voiture électrique et les métaux nécessaires à toutes les technologies de la transition. Ben, c'est les mêmes endroits. Donc, c'est pas comme si on avait questionné le fait que est-ce que notre narratif d'univers collectif de solutions de transition tenait la route avec la crise de perte de biodiversité. Fait qu'il y avait des choses fondamentales comme ça. On se disait, c'est absolument impératif que dans toutes les prochaines COP climat et biodiversité, on sorte du grand tabou, puis qu'on se mette à nommer ces choses-là, sans quoi on va perdre les précieuses années qui nous restent à vraiment travailler sur la bonne chose. T'sais. Fait que, mais c'est vrai qu'on sort du tabou, mais pas vraiment parce qu'on le nomme même pas. mais qu'en est-il? En fait, il faut être capable, ce que le GIEC expliquait grosso modo, c'est qu'il faut être capable de planifier une économie mondiale ou un monde qui fonctionne avec 40% de la consommation actuelle de ressources et d'énergie parce que ça va ensemble. Tu sais, tu peux pas comme extraire plein de ressources, les transformer puis en produire des produits puis consommer tout ça sans avoir une consommation énergétique phénoménale sur toute la chaîne. Fait que il n'y a aucune capacité d'imaginer un monde où on est en train de prendre un virage climatique sans avoir fondamentalement imaginer comment on écrase la consommation de matière à l'échelle internationale et massivement. Et la question, qu'on le nomme ou pas, on a besoin de faire décroître notre consommation de flux énergétiques et de matière de façon vraiment majeure dans les prochaines années. Ça, c'est le défi auquel on fait face. Puis, comment fait-on pour l'imaginer ça dans un monde où on préserve la réponse aux besoins de base puis un certain bien-être aux humains. Fait que ça, c'est le grand défi. Puis si j'en reviens à la croissance verte, en fait, je disais, on y a cru, tout ça, on incluait là-dedans, il y avait toute la réflexion sur des nouveaux indicateurs de bien-être, outre le PIB, mais bon, il y a tellement de propositions qui existent, mais les décisions sont encore beaucoup prises sur la question du PIB, puis on le voit au Québec, là, à peu près la seule chose que notre gouvernement, une des choses principales que le gouvernement mesure, c'est quand même la volonté de rattraper un écart de richesse, de produire plus par heure travaillée, puis etc. On le voit, fait que même si on a plein de propositions, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est retenu. Fait que la croissance ou la relance verte ne s'est pas avérée, puis ce qui s'est passé d'encore plus dramatique dans ces années-là, post-pandémie, c'est la concentration de la richesse.
Puis là, j'ai les données de la France, là, mais on m'a dit que c'était la même chose au Canada. Là, on peut ressortir les données canadiennes, mais juste en France, là, les super riches, là, donc les milliardaires, là, il y en a 147 de ces milliardaires en France et leur richesse a doublé, est passée de 600 milliards à 1,2 milliard. Fait qu'essentiellement, en 3 ans, fait qu'essentiellement, ce qui est en train de se passer à vitesse grand V, c'est qu'il y a quand même une concentration de la richesse et donc l'absolue totalité à peu près de toute la croissance économique mondiale qui est en train de se faire s'en va pour concentrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça se... Ben, il y a plein de choses qui se passent quand tu concentres la richesse comme ça, mais notamment, c'est que c'est les super riches qui polluent énormément plus que les autres. Tantôt, je nommais le 40 d'atteinte de la réduction de la consommation mondiale de matière et d'énergie. Il y a des simulations qui ont été faites qui disent que qu'en réduisant au niveau de 40 de ce qu'on consomme actuellement comme matière et énergie, on pourrait le faire sans absolument toucher sans toucher à 50 du niveau de vie de la population mondiale actuelle. Tu sais. Fait que, en fait, c'est d'abord et avant tout, comment faisons-nous pour travailler sur la question de la concentration de la richesse? Puis pour ramener ça à, une fois ce fait, comment on est capable d'envoyer des flux, ces flux financiers-là à soutenir les besoins de base dans notre société. Puis globalement, comment avec cet argent-là, on est capable de se doter des infrastructures sociales qu'on a besoin pour transformer nos modes de vie. Fait qu'il y a des choses qui se font, qui sont fondamentales, mais qui nécessitent qu'on soit capable d'aller chercher la richesse où elle est. Il y a une initiative intéressante dans les derniers jours. Là, en France, ils ont mis une taxe, ils ont voté une taxe spéciale sur les super riches, là, donc les 147 milliardaires qui devront contribuer à 2 une taxe spéciale sur leur patrimoine, 2 du capital. Mais ça reste une mesure qui, il y a des gens qui pourraient dire que dans la crise mondiale actuelle, et compte tenu que c'est leur richesse qui crée la problématique d'autant polluer, on pourrait leur en demander plus que 2 Après, ça peut être graduel, mais il faut qu'on se rende dans notre tête que d'abord et avant tout, on a à adresser le fait qu'il y a des gens dans notre société qui polluent beaucoup plus que les autres puis qui concentrent les besoins ou l'argent dont on a collectivement besoin pour être capable de faire une transition qui a du sens. Fait que je dirais ça. Puis j'aurais juste envie d'ajouter que je pense que tant qu'on n'entre pas à se dire collectivement qu'on est rendu à l'heure des choix, on n'arrivera à rien de profondément transformateur. On est à l'heure des choix parce qu'on ne peut pas continuer on ne peut pas réussir à réduire les flux et notre impact de toutes les limites planétaires qu'on dépasse actuellement si on n'est pas en train de se demander mais qu'est-ce qui doit décroître, puis qu'est-ce qui doit croître, puis de quoi n'avons-nous plus besoin compte tenu que nous faisons face à une crise existentielle de la sorte et que nous avons peu de temps pour réussir à réagir efficacement à ce problème-là. Fait que je pense qu'on doit prendre conscience qu'on est rendu à l'heure des choix puis qu'à partir de ce moment-là, on commencerait à avoir des discussions sérieuses qui pourraient faire vraiment beaucoup de bien à tous ceux qui sont en train de regarder ça et qui sont conscients qu'on se fait croire que ça va se passer, mais qu'on est assez quand même conscient que ça ne se passe pas vraiment, la transition actuellement. Là. Et puis sinon, ben, je crois que, dernière chose, je crois que une des choses qui me parle, puis ça je trouvais intéressant, Alain, avec les biorégions, il y a quelque chose de très intéressant à se ramener à quand on travaille alors sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin qui existe dans les sociétés, dans la société, qu'est-ce qu'on va avoir besoin qui existe dans la société
vers laquelle on s'en va, tu sais. Puis de créer des projets ambitieux de systèmes alimentaires territoriaux, de voitures en autopartage à grande échelle pour qu'on soit capable d'avoir accès aux services qui nous permettent d'échanger nos modes de vie puis de consommer différemment. Si on les réfléchit à grande échelle, puis qu'on fait des projets sérieux comme ça va être une façon aussi d'être capable de canaliser des investissements parce que l'argent continue à aller au mauvais endroit, mais encore faut-il être capable de structurer quand même des projets conséquents qui tiennent la route pour être capable d'amener l'argent vers tous ces besoins-là qui sont des besoins fondamentaux puis auxquels on doit répondre. Et je pense qu'on doit le faire idéalement dans des formules collectives, se rassembler autour de coopératives, de fiducies et des initiatives d'économie sociale parce qu'on ne peut pas imaginer à grande échelle des solutions de ce type-là sans être capable de les concevoir dans des modèles financiers et économiques qui nous amènent dans le mur. Là. Fait que je pense que les alternatives de tous les nouveaux types de modèles sont quand même aussi quelque chose de fondamentalement important dans ce qu'on va construire, dans ce qui s'en vient. Merci Voilà. Amélie. Tu as amené énormément de sujets. Alison, c'était toi la prochaine. Je voulais qu'on parle de ton expérience dans le milieu environnemental, des coalitions de la société civile, des ONG, des associations, justement pour mettre en place à la fois des luttes à grande échelle, à la fois des solutions basées sur les besoins des populations, telles que l'a expliqué Amélie. Mais peut-être tu veux réagir sur ce qu'a dit Amélie. Je te laisserai assez libre. Ouais, parfait. Rapidement, parce que je vois le temps qui file, mais tu sais, c'est excellent. Puis tu sais, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, des fois, on peut se demander, c'est quoi le lien entre là, on est censé parler de biodiversité, puis là, on parle d'écart de richesse, puis d'aller taxer les super riches, mais tu sais, tout ça a un lien parce qu'évidemment, la grande majorité de l'humanité présentement a de la misère à vivre dans la dignité, puis d'être bien, d'être dans le bien-être, puis même il y a une immense partie qui n'arrive pas à juste réussir à subvenir à ses besoins de base. Donc, tant que ça ne peut pas être résolu, il va toujours avoir une pression à extraire plus de ressources, à vouloir créer plus de richesses en se disant, si on en crée plus de richesses, si on fait monter le PIB mondial, peut-être que moi, je vais enfin pouvoir réussir à subvenir à mes besoins de base. Je parle pas de moi parce que je suis une personne privilégiée et je suis amplement capable de répondre, mais pour le commun, la grande majorité de l'humanité, c'est ça la réalité. Donc, cette pression-là va toujours continuer à aller en grandissant parce qu'on continue à penser que c'est en augmentant la quantité de ressources qu'on extrait puis que de l'argent qu'on produit qu'on va réussir à ce que l'humanité vive bien. Mais dans les faits, ce qu'on constate, c'est exactement le contraire. C'est qu'on fait juste concentrer cette richesse-là dans les mains d'une poignée de personnes et les gens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins de base, à vivre dans la dignité et on saccage la nature au final pour rien. Donc ça, c'est ça les liens entre biodiversité et l'importance de la redistribution de la richesse. Sinon, ben, au niveau des coalitions, tout ça, qu'est-ce qu'on a vécu? La société civile, là, son rôle, là, c'est un rôle de catalyseur. C'est un rôle aussi de rêveur, rêveuse aussi. Puis faut absolument que la société civile, elle mette de l'avant des solutions qui semblent présentement complètement irréalistes, mais dans les faits, c'est ça que la science demande et c'est des solutions que dans le futur, on va se dire, ben finalement, on aurait juste toujours dû faire ça. Puis l'exemple parfait, c'est le Front commun pour la transition énergétique. Ça, c'est un regroupement d'organisations environnementales, sociales, des syndicats, groupes autochtones, etc., qui a été fondé en 2015, OK? Puis la demande principale de ce Front commun-là en 2015, c'était de mettre fin au forage de pétrole et de gaz au Québec. Et on s'est fait dire à l'époque, c'est n'importe quoi, vous êtes fous folles, vous êtes des pelleteux de nuages, pelleteuses aussi de nuages, c'est impossible, on peut pas faire ça, l'économie du Québec va s'effondrer. Ben, on a tout entendu. Puis ça, c'était juste en 2015. On parle pas des années 70. Là. Puis ben maintenant, ces choses, tu sais, c'est la réalité. Là. Il y en a plus de forage. Il y a une loi qui a passé. C'est terminé. C'est seulement 6 ans plus tard, c'était réalité. Tu sais. Alors, il y a beaucoup des demandes, des solutions qui sont mises de l'avant de la part de la société civile présentement
qui sont, bon, rejetés du revers de la main. Ah, ben oui, c'est bien beau, là, le PIB, là, c'est vrai qu'on devrait trouver autre chose, mais c'est pas possible, là, de penser à autre chose que le PIB. C'est pas possible à penser que la croissance devrait s'arrêter. La décroissance, on va retourner à l'âge de pierre. On l'entend toujours, mais ça peut tellement changer vite, puis peut-être que d'ici 5-6 ans, on sera totalement ailleurs parce qu'on aura réalisé que c'est ça qu'il faut faire. Donc, tu sais, c'est la même chose pour les demandes qu'il y a eu dans le cas de le collectif COP15 il y a 2 ans. On demandait justement de supprimer les investissements qui sont menaçants pour la biodiversité. Puis même ça, on pensait pas que c'était des demandes qui étaient possibles. Et pourtant, ça s'est rendu dans le cadre mondial. Il y a des objectifs clairs que les pays doivent mettre fin aux investissements, aux subventions qui sont dommageables pour la biodiversité. On parlait aussi de mettre fin à rééquilibrer les usages de la forêt, mettre fin à la présence minière. On a présentement une réforme du régime minier qui est absolument pas parfait, mais il y a certaines avancées qui sont en cours présentement. Au niveau de la forêt, ça va s'en venir aussi une réforme de ce régime-là. Tu sais, il y a quand même des demandes qui ont été faites il y a juste 2 ans que déjà ça a un petit peu évolué. Tu sais, puis même par rapport au collectif du G15+, le fameux groupe d'organisations qui s'était regroupé, comme tu dis, Amélie, pour la relance, tout ça, ça reste que les indicateurs de bien-être qui ont élaboré partout ailleurs dans le monde maintenant, de plus en plus, il y a énormément de nations qui se dotent de ce genre d'indicateurs-là en alternative au PIB, justement. Puis il y a des bonnes chances qu'un jour, du moins je l'espère, qu'on pourra peut-être se baser sur ce genre d'indicateurs-là de bien-être plutôt que sur le PIB. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est de façon générale, la société civile, elle a ce rôle-là de rêveur, de rassembleur, d'idées, de vraiment être dans les grandes idées, les grands rêves, de montrer une société qui peut être complètement différente avec des idées qui semblent complètement farfelues et réalistes, mais il faut surtout pas faire des compromis sur ces idées-là et ces solutions-là. Il y aura en masse des arbitrages qui seront faits par les gouvernements plus loin. Ça sert à rien de commencer nous-mêmes à se censurer puis essayer de mettre déjà de l'eau, trop d'eau dans notre vin dans les solutions qu'on met de l'avant. L'important, c'est de dire qu'est-ce que la science demande, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette crise existentielle-là devant laquelle on est. Et voici les solutions. Puis il faut pas se censurer, puis il faut pas essayer de justement se limiter dans nos rêves finalement, puis dans le niveau de réalisme que nos demandes peuvent être faites. Tout est possible, tu sais, je veux dire. Le capitalisme, c'est une création de l'humain, là. C'est pas la nature qui a inventé le capitalisme, là. C'est nous, là, qui l'avons inventé, là, qui ont tout monté ce système-là de cette façon-là. On pourrait décider qu'on le fait autrement, là. Il y a personne qui va nous en empêcher, là, dans les faits, là. Donc, voilà. Merci, Alissane. Effectivement, rêver en dehors du capitalisme. Elisabeth, pareil qu'Alissane, j'avais une petite question pointue sur comment le gouvernement fédéral a répondu aux accords de Kunming-Montréal, pardon. Puis quand tu as participé à ce document-là, comment tu as pu te rendre compte de complètement l'écart entre des réponses technicistes très pointues et justement ce changement d'imaginaire-là, ce besoin d'aller au-delà complètement de la réalité actuelle. J'avais cette question-là, mais je te laisse réagir librement à tout ce qui vient d'être discuté parce que c'est passionnant, puis je pense que tu as clairement plein de choses à dire. Merci. Oui, donc j'ai pu participer par un hasard, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais aux discussions justement sur les besoins en termes de connaissances pour soutenir la mise en œuvre canadienne du cadre mondial de Kunming-Montréal. Et donc j'étais une parmi très peu de sociologues dans cette équipe. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire passer le message des sciences humaines et l'utilité des sciences humaines. Et dans le document final, les conclusions sont très vagues. Je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, nous suggérons des domaines de recherche transversaux qui pourraient générer des informations importantes. Donc, évaluer l'efficacité des mesures actuelles de gestion de la biodiversité, développer des initiatives autochtones en matière de biodiversité pour permettre
la pleine participation des peuples autochtones à la gestion de la biodiversité, des efforts accrus pour inclure la recherche en sciences sociales dans la conservation, identifier la manière dont les sociétés et les cultures valorisent le capital naturel et les services écosystémiques. Donc on voit déjà le langage qui est utilisé. Donc ce sont des vœux pieux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire finalement en termes pratiques, hein. J'ai posé la question au moins 1000 fois, on ne m'a jamais répondu. Donc les besoins en sciences humaines et sciences sociales, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est faire des sondages, faire des entretiens, je ne sais pas. Bref, ce que je peux dire sur ce processus, c'est que c'est resté quand même quelque chose de très proche du langage techniciste, en fait, des besoins qui avaient été élaborés dans les accords. Euh, Moi, personnellement, si je dois rebondir sur ce qui a déjà été dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour lesquelles on n'a pas besoin de gros moyens financiers, en fait. Euh, Certains projets demandent simplement des choses comme l'accès aux ressources, l'accès à la terre, je veux dire, un accès à des moyens de subsistance. Donc, on n'a pas besoin de dépendre des multinationales ou des États qui sont eux-mêmes impliqués dans l'extractivisme pour justement financer ce type de projet, surtout à des proportions qui sont complètement je veux dire, on va financer l'agriculture productiviste, par exemple, à coût de milliards de dollars, mais on ne va pas financer les producteurs bio ou les producteurs locaux, etc. Donc, il y a vraiment une disproportionnalité entre ces initiatives. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions dans la nature, avec la nature, faire ce qu'on sait faire, ne pas nécessairement dépendre des États ou des multinationales pour justement nécessairement amener des financements dans ces projets-là. Je pense que pour des solutions plus terre à terre, je pense que ben, il faut favoriser, moi, ce que j'appellerais la repaysanisation, c'est-à-dire, encore une fois, promouvoir une agriculture durable, promouvoir un accès à la terre. Le foncier, c'est quelque chose de fondamental et c'est hyper problématique au Canada, au Québec, mais aussi dans tous les pays du monde, hein, la terre, l'accès à la terre. Euh, Résister justement à l'accaparement des terres, hein, par justement les grands fonds de pension, les banques, les États, etc., hein. Revoir les modèles agricoles qui devraient être plus centrés sur justement la justice sociale et l'écologie. Donc, prôner une agriculture durable, diversifier les productions, déconnecter du marché mondial aussi, ça c'est important si on veut justement vivre dans une échelle biorégionale, revaloriser le travail agricole parce que ça c'est quelque chose qui a mauvaise réputation, et puis aussi promouvoir ce que j'appellerais la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les peuples pourraient choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent manger et la manière dont c'est produit. Euh, donc la production et la consommation doivent être liées de manière beaucoup plus proche. Et quand on parle de biodiversité, on a parlé de biodiversité génétique, de diversité écologique. Il faut aussi parler de biodiversité culturelle parce que souvent les ressources naturelles sont liées à des savoirs, à des connaissances culturelles qui sont fondamentales. Et donc quand on perd la biodiversité, on perd toute la connaissance qui vient avec. Et vice-versa, quand on perd les peuples, quand on les expulse des forêts ou des endroits dans lesquels ils vivent pour justement faire des aires protégées ou faire des refuges, eh ben, on perd toute une connaissance justement sur la biodiversité. Donc pour moi, c'est fondamental justement de revenir à des solutions qui ne prônent pas des gros moyens, que ce soit des technologies, que ce soit des gros investissements financiers, etc. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour laisser plus de temps. Merci beaucoup, Elisabeth. Plein de pistes. Alain, je te laisserai peut-être continuer. Ma question était justement sur comment on peut passer d'un usage territorial extractiviste, productiviste, vers ce biorégionalisme que tu as commencé à nous introduire. Puis nous décrire un peu quelle est la vision de cette biorégion, puis les moyens pour y parvenir. Oui, oui, ça sera sur le mode d'une table des matières, là, rapidement.
Hem, déjà, on peut se dire que penser la biorégion, c'est être, disons, polyglotte politiquement. C'est-à-dire qu'on peut continuer de suivre ce que font les États, les mettre sous pression, rêver, comme on disait, anticiper ce qui peut se faire à cette échelle-là, tout en, ayant en tête qu'il se peut que nous ayons à agir, sur une autre échelle, que cette échelle-là n'est pas éternelle, et qu'elle n'est peut-être même pas spontanément, celle de la politique, qu'il s'agit de grandes échelles qui ont une histoire coloniale, une histoire extractiviste et bon, dans un autre travail là qui s'intitule «Bande de colons», je m'étais même intéressé à la raison de ce pays continent qui est le nôtre et qui n'a aucun sens politique, mais un sens, disons extractiviste quoi, bon et qui est à mon sens une aberration, sur le plan, géopolitique. La biorégion peut être pensée sur le mode d'un millefeuille et c'est pas un concept hegelien qui suppose qu'on passe absolument d'un mode à un autre. Il peut coexister avec d'autres modes. La politique, n'a pas toujours été concentrée dans une seule institution, ni le pouvoir. Ouais, donc il y a un millefeuille, là, le pouvoir est stratifié entre des instances qui ne sont pas nécessairement interreliées. Donc on peut penser à la biorégion comme une façon de créer à une échelle régionale, une strate politique, hein, qui nous immunise contre d'autres qui, sont, coloniales. La biorégion, c'est 3 choses. C'est, d'abord la science et comme le disait Elisabeth Abergel, une connaissance des peuples là où ils sont. C'est aussi la sapience, hein. C'est donc pas de raison de se passer de la biologie, de l'océanographie, de tout ce qu'on a pu développer comme savoir dans l'histoire, mais aussi considérer, les savoirs populaires comme étant, pertinents. Dominique Pestre, un historien des sciences en parle bien aussi. Hem et ce qui est intéressant dans l'approche biorégionale, c'est qu'on considère évidemment la science, mais elle n'a pas une position hégémonique ou centrale ou principale, là. On la remet à sa place, à sa juste place, quoi. Bon. Il y a les arts, la culture, mais aussi quelque chose qui touche à la spiritualité, hein. Comment se raconter le monde, comment le découper, comment le redécouper, comment le configurer, comment penser les frontières sans que ce soit sur un mode arbitraire, mais en suivant des courants. Ce qui est intéressant, c'est vous prenez, par exemple, un artiste comme Andy Goldsworthy, il s'intéresse à la ligne, non pas en tant qu'elle trace une frontière, mais en tant qu'elle suit les axes synergétiques d'un territoire. Donc la ligne, c'est plus le pourtour, c'est le cœur du territoire, bon, ainsi de suite. Mais je dois tellement aller vite, hein, c'est la politique aussi, puis des modes d'organisation autour du commun. C'est un concept universel, c'est pas, un retour à la terre rance et fascisant ou fascistoïde où on protège les racines, puis je ne sais trop. Mais c'est un projet universel où on se vit, dans les biorégions, sur un mode interbio-régional aussi, ce qui suppose l'ouverture, surtout qu'ici, on aura intérêt à recevoir des gens qui auront connu des pratiques hors, les rouages, du consumérisme et qui auront une autonomie beaucoup plus grande. Et je terminerai juste rapidement en citant ce livre de Kirkpatrick Sale qui a beaucoup de problèmes, hein, c'est pas une bible, mais qui est un des premiers ouvrages sur la biorégion, qui a quelques chapitres lumineux et d'autres beaucoup plus embarrassants. Mais insiste sur le fait qu'il est beaucoup plus aisé, spontané d'être éthique à une échelle régionale que dans des grands ensembles. Hein, que c'est à l'échelle régionale que l'éthique, au fond, hem, se féconde le mieux. Bon, alors qu'à l'échelle, à l'échelle de grands ensembles, l'éthique devient très vite théorique. C'est des beaux principes, c'est, le jeu des beaux esprits, c'est les belles déclarations, mais c'est un peu difficile de les incarner. Bon, plus facile de les incarner dans un lieu qu'on connaît avec des gens avec lesquels on est en interaction directe. Aristote disait la même chose et pourquoi pas Émile Durkheim dans Le Suicide, mais ça, c'est une autre question et le temps file, alors je vous laisserai sur ces pistes de réflexion. Un grand merci à vous tous. Encore une fois, on aurait aimé vous écouter plus longtemps, mais merci d'avoir, autant parlé d'agriculture que de finances, que de région, que d'ONG, de coalition et puis d'avoir autant nommé les choses, que sont le capitalisme, la croissance, les classes sociales, tous ces sujets qui sont au cœur des causes sous-jacentes. Merci d'avoir nommé de nombreuses solutions. Euh, Merci pour votre participation. Je vois qu'on était quand même beaucoup de participants qui vous ont écouté. J'espère que cette vidéo sera écoutée par la suite. Puis je laisserai Agathe conclure. Merci beaucoup.
Oui, ben écoute, merci donc à Elisabeth, Amélie, Alissane, Alain et Gaël d'avoir participé aujourd'hui. Merci aussi à toutes ceux et celles qui ont écouté cette vidéo et qui vont justement l'écouter par la suite. J'espère vraiment là, que vous avez apprécié cette discussion des plus riches. Si jamais vous voulez réécouter le panel, comme j'ai dit, il va être publié là, plus tard sur la chaîne du projet de la réalité climatique Canada. C'était aussi le dernier événement de la journée, mais on se retrouve vendredi, le 1er novembre, pour un débriefage de clôture, donc en direct de Cali, et à 12h30, l'heure de Montréal, et un panel intersectoriel portant sur la municipalité et leur rôle dans la protection de la biodiversité. Donc, je vous invite là, à vous inscrire, à être des nôtres et à nous suivre sur nos réseaux sociaux que je viens juste de mettre dans le clavardage pour ne rien perdre des dialogues pour la biodiversité. Mais vraiment, là, un grand merci à tous et à toutes pour votre participation, puis une très belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.